est 23 heures sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous. Et pendant 2 heures, je suis toute à votre écoute pour me parler de vous, pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent. La ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à 1 heure. Jeanne et Paul vous y attendent. Et si une histoire fait écho à la vôtre, eh bien, ne restez pas isolés, venez en parler avec nous, puisqu'à tout moment, vous pouvez appeler ce numéro. Vous pouvez également nous joindre par mail sur le site europe1.fr, ainsi que par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot « nuit ». C'est Philippe Chartier qui réalise l'émission 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Annie. Annie, êtes-vous là ? Allô ? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir Caroline. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Alors, vous m'avez envoyé un mail pour me dire que vous aimeriez bien qu'on aborde le sujet des mamans solo. Donc, on vous a rappelé parce que on s'est dit que vous étiez concernée par le sujet. Oui, tout à fait. Et autant vous donner la parole parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé beaucoup ce thème-là dans l'émission. On a des femmes qui nous appellent, qui parlent de leurs enfants et où on se rend compte qu'elles les élèvent souvent seules. Ouais. Mais on n'a pas abordé sous l'angle vraiment des mamans solo. Alors c'est votre cas, Annie ? Oui, tout à fait, oui. Donc j'ai une enfant un enfant qui n'est plus un enfant, qui a 14 ans maintenant. Oui. Et c'est vrai que je l'élève seule, donc elle a un papa qu'elle voyait régulièrement jusqu'à l'année dernière. Donc un papa qui s'est un peu désengagé. Et donc, Pourquoi il s'est désengagé puisqu'elle jusque-là elle le voyait? Qu'est-ce elle le voyait pour les vacances. À chaque vacances, elle allait chez lui. Depuis qu'elle est petite, on s'est séparés. Elle avait 17 mois. Ah oui, toute petite. Et donc elle était toute petite, mais elle a toujours gardé des bonnes relations avec lui. Et puis, ça s'est un petit peu dégradé. Elle voulait de moins en moins y aller. C'est vrai que son papa est en campagne, que moi je suis en ville. Il y a plein de choses qui faisaient qu'elle voulait plus trop y aller. Et en fait, c'est pas évident de l'élever seule parce que elle a que le repère féminin. C'est vrai que je pense que même une fille a besoin d'un papa. Ah oui, mais les filles ont besoin du regard du père pour se construire et aussi pour se construire dans leur féminité. C'est pas la féminité, elle n'est pas transmise que par la mère. C'est-à-dire que le fait d'avoir le regard d'un père aimant les aide aussi, ça les valorise beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc, moi j'ai des problèmes en ce moment d'autorité en fait. Voilà, l'autorité elle est à un âge où c'est souvent c'est l'opposition quoi. Voilà. Et alors ce qui est curieux, c'est que quand elle est en famille ou avec d'autres personnes, tout se passe très bien, mais quand on est ensemble, elle rejette assez facilement ce que je peux lui demander, des petites choses courantes, ranger sa chambre. Bon, ça c'est encore un autre problème. D'ailleurs, je vous avais appelé il y a quelques années pour ça. Et c'est plein de choses comme ça qui sont pas évidentes. Et c'est vrai que des fois, les conseils c'est important quoi. S'il y a d'autres mamans qui peuvent me... Vous vous sentez un peu isolée, c'est-à-dire que même vous n'avez pas d'amis qui ont des enfants de cet âge-là avec qui vous pouvez échanger Si, tout à fait. Mais souvent mes amis ont des garçons, alors c'est pas pareil. Non, c'est pas la même relation. Voilà. Souvent c'est une relation plus calme avec les garçons, j'ai remarqué. Moi j'ai qu'une fille, donc... il y a plus d'ambivalence dans la relation. C'est ça. On s'oppose un peu quoi. Alors c'est vrai que je suis une maman assez cool quand même. Elle a beaucoup de choses, mais comme j'essaye de lui enseigner que dans la vie il faut se batailler un petit peu, faut se bouger pour avoir des choses qu'on peut pas tout avoir comme ça. Et c'est ça quoi. Mais cela dit, vous dites que le père est un petit peu moins présent, mais parce que votre fille a moins envie d'y aller aussi. Oui, elle a moins envie d'y aller. Oui, mais peut-être qu'il faut quand même pas lâcher de ce côté-là, parce que c'est important justement à l'adolescence qu'elle ait aussi ce repère paternel.
Ben oui. Alors évidemment, pour un ado, la campagne c'est moins fun que la ville, non, mais bon, peu importe. J'ai un autre souci quand même pour lequel elle veut pas y aller, c'est que son papa a des problèmes d'alcool. Hein. Ah oui, ça c'est autre chose. Donc c'est même pour la raison c'est la raison pour laquelle je me suis séparée de lui. D'accord. Parce que elle voulait pas se soigner, et puis c'est difficile. J'ai essayé plein de choses, mais il voulait rien entendre. Et maintenant, elle grandit, elle se rend compte et elle veut plus y aller, quoi. Vous voyez ? Parce qu'il s'alcoolise même en sa présence. Ah oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Alors là, ça le dérange pas. Oui, donc je comprends mieux voilà. ce détachement, c'est-à-dire elle se protège aussi. C'est-à-dire quand elle était petite, elle se rendait compte, elle pouvait se rendre compte que son père avait un comportement différent, et ne pas identifier pourquoi. Oui. Là, les adolescents ne font pas de cadeaux aux adultes et en particulier à leurs parents. Surtout que depuis qu'elle est petite, c'est vrai que j'ai toujours essayé de lui donner une bonne image de son papa, voilà. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte de certaines choses. Et puis après, jusqu'à présent, elle le protégeait. Elle disait papa, il ne fait pas comme les autres. Bon, elle trouvait des raisons. Mais maintenant, c'est complètement l'inverse. Elle ne veut même plus l'appeler. Elle lui en veut. Voilà. Elle est en colère peut-être un peu. Voilà, elle est très en colère. Alors, je savais pas si vous ne saviez pas, pardon, si je ne savais pas si je devais insister auprès d'elle pour absolument qu'elle garde un lien, ou si je devais attendre que ça vienne d'elle, quoi. Donc, écoutez, dans la mesure où il y a ce problème d'alcool et où son père s'alcoolise en sa présence, non, moi je comprends. Et vous me parlez de cette relation où les rôles étaient un peu inversés, c'était elle qui protégeait son père. Oui. Après tout, elle est dans un moment où elle a besoin aussi de se construire, Vous voyez, elle est aussi dans un moment quand même un peu fragile, elle peut pas porter son père. Là où vous pourriez... Est-ce que son père se manifeste, Non, pas du tout. Justement, le fait qu'elle ne vienne pas, est-ce que vous êtes en lien avec lui ? Très très peu. Moi j'ai essayé, mais il veut pas communiquer. Il dit que c'est de ma faute si elle veut plus aller avec lui, alors que c'est pas du tout ça. C'est que ma fille s'est rendue compte de l'état de son papa et elle a très peur quand même maintenant. Elle se sent en insécurité, quoi, si vous voulez. C'est normal. C'est normal. C'est pour cette raison, ça serait pas une bonne chose d'insister. D'accord. Parce que ça serait la mettre dans une situation anxiogène pour elle. Ah oui, mais oui, je comprends. Puis de toute façon, déjà pour vous, ça n'a pas dû être simple de la laisser, en plus quand elle était si petite, puisque séparée à quoi, 14-17 mois. Oui. Donc vraiment un si jeune enfant, vous la confiez quand même à son père alors que vous saviez qu'il avait ce problème. Oui, mais à l'époque, il était beaucoup moins alcoolisé, si vous voulez. Il faisait plus attention. Il s'en occupait bien en plus quand il s'en est toujours très bien occupé, mais... oui, s'il s'alcoolisait en sa présence... Oui, non, mais d'accord. Mais s'il s'alcoolise en la présence de l'enfant... maintenant, oui, c'est-à-dire que... D'accord, ça s'est dégradé. Voilà, ça s'est dégradé. Il a refait sa vie, il a une compagne qui ne l'aide pas vraiment, quoi. Qui minimise les choses. Donc, je peux pas du tout compter non plus sur cette dame. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, je me retrouve complètement seule à l'élever. Et je pense qu'elle profite un peu de cette situation. Et c'est toujours non. Par exemple, elle ne veut pas se coucher. Je sais pas, c'est un détail, mais à 14 ans, je pense qu'il faut un rythme de vie pour le correct, quoi. Ah il y a des horaires de coucher, bien sûr. Même si les adolescents aiment bien vivre la nuit. Vous l'avez imposé 9h30 19h, non, 19h30, non. 21h30 le coucher, je trouve que c'est bien. Et elle aime pas se coucher. C'est toujours la bataille pour se coucher. C'est un peu, c'est un peu juste quand même. 21h30, c'est une adolescente là. Ouais. Vous voyez, vous pouvez un peu, justement, aussi... parce que parfois, quand l'enfant s'oppose comme ça, sur des détails qui sont de la vie quotidienne, c'est parce que il peut avoir le sentiment que le parent ne respecte pas assez le fait qu'il grandit.
Et que donc, bien sûr qu'il y a des règles de vie. Bah oui. Et des limites à imposer, mais qui ne vont pas être les mêmes que celles d'un enfant. Oui. Il faut quand même, voyez, fixer des limites qui sont proportionnelles à l'âge de l'enfant. Bien donc sûr. 21h30, bon, c'est tôt, hein. Oui. Vous pouvez, voyez, laisser une marge de manœuvre. Oui, c'est-à-dire qu'il a la marge de manœuvre, je suis d'accord. Mais par exemple, si je lui dis 22h, par exemple, elle va déborder 22h30. Vous voyez, ça sera toujours... Oui, mais plus vous allez lui mettre la barre haute, plus, enfin, après c'est un bras de fer. Ouais. Donc l'adolescent a aussi besoin, bien sûr qu'il a besoin de limites, mais il a aussi besoin qu'on lui fasse confiance. Ben oui. C'est-à-dire, et qu'on le responsabilise, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'est plus petit. Oui. Parce que c'est un âge, c'est plus un enfant et c'est pas encore un adulte, et donc bien sûr qu'il a besoin d'être entouré, encadré d'une certaine façon, parce que c'est rassurant. Mais avec des règles qui sont quand même qui tiennent compte du fait qu'il grandit. Or, c'est vrai qu'on voit parfois des adolescents opposants, mais parce qu'on constate, on l'entend en consultation, où ils disent « mais mes parents ne se rendent pas compte que je grandis ». Et c'est vrai, parfois, quand on parle avec les parents, d'ailleurs, vous avez fait un lapsus révélateur, vous avez dit, vous êtes repris tout de suite, c'était pas un lapsus, mais vous avez dit, j'ai une enfant de 14 ans, vous avez dit, c'est plus une enfant. Oui, c'est vrai. Bon. C'est une ado. C'est une ado. Bon, alors, c'est vrai qu'on se couche de plus en plus tard et trop tard, et les adolescents manquent de sommeil. Donc là, je vais pas vous dire, voyez, d'étendre trop, parce que on sait que les adolescents manquent de sommeil, les profs s'en plaignent assez, ils disent qu'ils dorment en cours et autres. Mais si c'est de toute façon qu'elle aille à 21h30 et qu'elle tourne en rond, qu'elle dorme pas, bon, mieux vaut à ce moment-là dire, voyez, comptez un peu plus large, vous dites 22h, 22h15, bon, et à ce moment-là, en tout cas, qu'elle soit dans sa chambre, qu'elle soit au calme. Oui, mais c'est ce que j'essaie qu'elle se repose, faire, voilà. Oui. Et je lui demande de lire parce qu'elle adore lire, donc bon, bah, je trouve que de lire c'est mieux que d'être devant un écran. En tout cas, oui, même si cette génération-là est beaucoup devant les écrans, mais c'est vrai qu'un écran n'est pas très propice à l'endormissement et au sommeil, parce que ça stimule beaucoup. Oui, tout à fait. Il y a une activité, la lecture est évidemment plus propice à l'endormissement, un moment de mise au repos. Bon. Voilà. En même temps, vous pouvez dire que elle a que 14 ans. Vous pouvez dire que oui, passé une certaine heure, l'écran c'est terminé. Son ordi, elle l'éteint. Ah ben ça c'est sûr. Même si c'est compliqué, mais que c'est aussi qu'il puisse se déconnecter. Ah ben voilà. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Oui, tout à fait. Elle dort bien. Elle dort ailleurs. Bien. Oui, elle dort bien, c'est vrai. Et comme je vous dis, elle aime pas se coucher, mais c'est pareil, se lever, c'est difficile, vous voyez. Ah ben ça, oui, forcément. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est pour elle, éteindre l'ordinateur, ça c'est quelque chose. Oui, mais ça, tous les ados, parce qu'en plus, ils sont reliés avec leurs copains, leurs copines, qui voient toute la journée, mais ils ont quand même besoin de se dire jusqu'au dernier moment de l'endormissement. Les petits-enfants leur racontent des histoires, ils ont leur doudou, ils ont la veilleuse, et les ados, ils sont branchés avec leurs copains jusqu'au dernier moment, au moment de s'endormir. Ouais. Mais puis voilà, par contre, ce qui était étonnant, cette année, comme elle n'a pas vu son papa, je me suis dit, il va y avoir un retentissement sur son année scolaire. Et bien pas du tout. Au contraire, elle a fait une très très bonne année. Bon. Vous voyez. Donc, mais peut-être que son père lui manque quand même malgré tout, même si enfin c'est compliqué, d'autant que elle peut pas s'appuyer sur lui, ça c'est dommage. Et voilà. C'est vrai, et c'est vrai que pour vous c'est compliqué parce que vous pouvez pas être le père et la mère, c'est pas possible. Non, mais je pense qu'elle en joue quand même, parce qu'elle a un caractère très très fort, et donc c'est pas évident, c'est pas évident, et parfois je sais pas si je fais bien, alors des fois il faut pas s'énerver, il faut être calme, mais c'est vrai qu'il y a des fois elle me pousse à bout. Voyez. Oui, mais pas dans des... Elle attend la dernière limite, quoi. Oui, mais vous savez, elle est à l'âge où, si vous voulez, elle a besoin aussi de prendre de la distance par rapport à vous. Oui. Jusque-là, vous étiez son modèle, et là, elle a besoin pour se construire, grandir. C'est aussi
s'émanciper, c'est trahir un peu. Vous voyez, à un moment, il faut se différencier des parents. Donc, autant les petits enfants, c'est papa, c'est le plus fort et maman, c'est la plus belle. À l'adolescence, bon, on prend un sacré coup dans la figure. Parce que justement, les modèles, il faut les déboulonner. Donc, oui, ils attaquent votre autorité en permanence, mais il y a sur certains points, ils ont besoin de parents qui gardent le cap. Mais vous voyez, par exemple, là, elle est partie toute la semaine à Londres. Alors là, c'était son rêve avec son collège, ça fait plusieurs mois. C'est chouette. Alors là, elle est aux anges parce qu'elle adore l'Angleterre. Mais quand elle m'a demandé avant de partir, elle me dit, maman, tu m'accompagnes au bus ou pas? Je lui dis oui, tous les autres parents vont y aller. Alors là, elle a fait une drôle de mine en voulant dire, non, t'as pas besoin de m'emmener, je suis grande. Mais ça c'est un classique. Un peu gênée quand elle est partie parce que elle est vite montée dans le bus et à peine si elle m'a dit au revoir, elle était très très pressée, alors que d'autres enfants étaient près de leur maman ou de leurs parents quoi. Et réjouissez-vous, ça veut dire qu'elle peut, au contraire, elle peut se séparer de vous sans angoisse. Oui, facilement. Oui, mais c'est très bon signe. C'est très bon signe, c'est qu'elle n'est pas dans un attachement anxieux à vous. C'est que justement, les adolescents ont besoin ils étaient dans cette si grande proximité affective avec leurs parents, et ils ont besoin de retrouver cette fusion avec leurs amis du même âge. Ah oui. Donc après, c'est pour ça qu'on dit à cet âge-là, les copains, c'est les amis, mais auxquels ils s'identifient. Avant c'était les parents, maintenant c'est les amis. Bon, donc ils ont besoin de fusionner avec eux. Mais justement, je trouve que vous devez vous réjouir, ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Ça veut dire que ça fonctionne bien, c'est-à-dire elle peut se séparer sans. C'est bon signe. Alors et ça vous attriste? Non, mais ça veut dire qu'elle va bien. Ça me chagrine quand même. Mais ça veut dire qu'elle va bien pourtant. Oui. Enfin, en tout cas, je l'ai appelée ce soir quand même pour avoir des Ça veut pas dire qu'elle a pas besoin de vous et qu'elle vous aime plus, mais c'est qu'elle a pensé à ça quand même. Oh, pas du tout. Mais pas du tout. Non. Non. Mais alors c'est là où peut-être justement vous aussi, et je pensais que vous alliez aborder cette question-là en tant que mère solo, c'est aussi, il faut pas que tout tourne autour de l'enfant. Non. C'est-à-dire que, vous voyez, comment? Il faut que je sorte et que j'ai une vie sociale. Oui. Pour vous, il faut. J'aime pas dire il faut, mais ça serait important pour vous, pour que justement aussi que vous viviez ce détachement qui est tout à fait sain de votre fille. Que ça vous attriste pas autant. C'est-à-dire que c'est une période dans sa vie. Et ça veut dire au contraire qu'elle va très bien et qu'elle n'est pas. Ça veut dire qu'elle sent qu'au fond aussi, elle n'a pas à s'occuper de vous. Elle aurait peut-être plus de mal à se séparer de son père. Et même son père, elle peut là s'en détacher un peu parce qu'elle sait que vous êtes là et vous êtes le pilier. Et donc elle peut d'autant plus vous attaquer, entre guillemets, contester votre autorité, qu'elle vous sent forte. Sinon, elle vous contesterait pas autant. Je suis sûre qu'avec son père, elle le contestait moins. Lui, elle le protégeait. Donc à un moment, moi je trouve que votre fille elle va très bien et que dans votre éducation, vous qui vous posez beaucoup de questions, je trouve que ça va plutôt bien parce que si elle peut vous remettre en question comme ça, c'est qu'elle sait que vous pouvez tenir bon vous. Et ce qui serait plus préoccupant, c'est qu'elle veuille aller chez son père, vivre avec son père, parce que lui, mais parce que lui, à la limite, comme il a ce problème avec l'alcool, il est plus ou moins défaillant et il pourrait la laisser faire ce qu'elle veut. Et elle pourrait choisir cette voie-là, de dire finalement, bon. C'est vrai que l'année dernière, quand elle était en 5e, donc 1 an de moins, moi aussi je sortais un petit peu, je rencontrais des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que elle adore être toute seule. C'est-à-dire quand elle est à la maison, pas le soir, mais bon, elle adore la journée, elle aime bien être toute seule, elle adore la liberté, elle faisait des bêtises l'année dernière. Je vous dis pas, elle a raté l'école, elle a manqué des choses, elle me mentait. Cette année, elle fait moins de choses comme ça. Mais c'était un peu ma peur, vous voyez, en me disant, c'est vrai que je pense à moi, voilà.
Mais en contrepartie, si elle est pas, il faut qu'elle soit en sécurité quand même. Mais moi, je trouve, dans tout ce que vous me dites, franchement, je trouve que votre relation, elle va bien, parce que vous savez, c'est Claude Almos qui dit que si, qui est une merveilleuse psychanalyse d'enfant, qui dit que s'il fallait donner une définition de l'amour maternel, elle dit qu'il n'est structurant pour l'enfant que si la mère fait en sorte de n'avoir jamais de relation exclusive avec lui, et si elle réussit à accepter de perdre chaque jour un peu de son importance, pour qu'il puisse s'intéresser à tous les autres et au monde. Donc, les mères qui, captent l'enfant, qui le gardent pour elles, on dit « Oh, quelle bonne mère » et autres. Non. Une mère, justement, c'est accepter ça, et qui est difficile, qui est un peu douloureux, mais que l'enfant, il va petit à petit se détacher d'elle, ça ne veut pas dire moi-même, mais se détacher pour pouvoir aller vers les autres et s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde. Et on voit trop d'enfants qui restent collés, même d'adultes qui restent des enfants collés comme ça à leur mère, symboliquement. Donc votre fille, elle est dans une étape où, oui, elle vous dit, il y a le bus, elle dit, maman, tu peux me laisser? Je vais retrouver mes amis, je pars elle en rêvait de ce voyage, elle va bien, votre fille, c'est ce qu'elle vous dit. Il y a Véronique qui envoie un petit SMS en disant, comme disait une pub de ravioli, j'ai la même à la maison, c'est bon signe. Solidairement votre, signe-t-elle. Et on va accueillir Evelyne. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci d'avoir appelé le 3921. Alors vous aussi, vous voulez réagir sur le thème des mamans solo, parce que vous avez un enfant que vous élevez seul, enfin un ado, c'est un fils, il a 16 ans. Un ado, il a 16 ans. J'ai 47 ans, je l'ai eu un petit peu sur le tard. Vous parlez bien dans le combiné, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Voilà, là c'est mieux, merci. Bon. Alors, la relation avec mon fils, on a une relation très fusionnelle. Oui. Vous m'entendez? Mais oui, très bien, on vous écoute. D'accord. Et avec mon fils, c'est... donc il connaît pas son père forcément, puisque j'avais fait une reconnaissance prématernelle avant, parce que je voulais pas. En fait, moi, je voulais un enfant, mais je voulais pas de père. Oula. Bah oui. Ça arrive hein, quand on a 31 ans, qu'on veut un enfant et qu'on veut vivre comme ça. 31 ans, hein, c'est très jeune, hein. 31 ans pour un premier enfant, c'est un petit peu tard. Non, mais quoi. Attendez, d'exclure d'emblée le père, voyez. Non, mais il voulait pas. Hein. Oui, d'accord, mais l'enfant, lui, il peut vouloir un père. Eh ben, il veut pas. Ah. Qui veut pas de père? Non, il veut pas de père. Oui, enfin, il a pas eu le choix. Si. Il a eu la possibilité. Non, non, attendez, je suis désolée, c'est pas votre fils qui a choisi cette configuration-là. Alors moi, j'ai choisi cette configuration. Voilà, plus exactement. Configuration-là, je lui ai dit maintenant, si tu veux connaître ton papa, il n'y a pas de souci. Tu peux le rencontrer quand tu veux, etc., etc. Il m'a dit non, moi je m'en fiche. C'est mon géniteur. Enfin bon. Ouais. Voilà. Et je l'ai pas. J'ai pas bourré son crâne, hein. Loin de là. Donc, il est, par rapport à la personne qui parlait précédemment... Qui vous écoute, qui est là, Annie? Oui, j'écoute. Voilà. Nous, on est sexe opposé. Oui. C'est-à-dire? Donc, je suis femme et il est homme, quoi. Enfin, je suis femme et il est garçon. Oui, c'est intéressant de dire femme et homme, parce que vous n'êtes pas un couple. Non, pas du tout, non. Donc, on est sexe opposé. Et depuis qu'il est petit, je n'ai jamais eu aucun problème parce que nous, on parle. Il va avoir 16 ans, il fait 1m85, enfin bon, voilà. Et puis, de temps en temps, il vient faire un petit câlin à sa maman dans le lit. Ah oui. À 16 ans? Oui. Ah oui. Mais il a passé l'âge des câlins dans le lit, non? À 16 ans. Mais non, je pense pas. Je pense pas, parce que quand... Moi, je pense que si. Ah bon? Surtout en l'élevant seul. Ouais, mais vous voyez, l'âge des câlins, non, parce que les adolescents peuvent avoir à la fois, ils peuvent avoir des moments
où ils nous rembarrent, où ils sont plus d'accord, où ils veulent pas qu'on s'occupe, qu'on leur donne des conseils. Et puis, à d'autres moments, ils vont venir se câliner comme lorsqu'ils ont été petits. Enfin, à 16 ans, venir faire un câlin dans le lit de sa mère, il a passé l'âge de cette intimité, de ce corps à corps, surtout que vous vivez seul. Ouais. Mais enfin, ça dure 10 minutes, hein. Peu importe. C'est maman, j'ai quelque chose à te dire. Donc là, il y a une petite amoureuse depuis peu. Donc, il me demande s'il peut la rencontrer de telle heure à telle heure dans le parc de l'hôtel de ville, etc., etc. Donc, bon, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est tout l'inverse de ce qui était dit précédemment. C'est quand je citais Claude Almos sur le fait de ce qui est structurant pour un enfant. C'est que la mère n'ait pas de relation exclusive avec lui. Et que d'arriver à réussir à accepter chaque jour de perdre un peu de son importance. C'est ce qui permet l'ouverture aux autres et au monde. Et le risque, et c'est pour ça que j'ai réagi très vivement, c'est pas la même chose de faire un enfant avec un homme et de se séparer de cet homme pour des raisons inhérentes à la vie et de décider, comme vous l'avez décidé, Evelyne, de dire je fais un enfant seul. Jean-Jacques Goldman l'a chanté, elle a fait un bébé toute seule. Oui. Mais derrière cette réalité comme ça, c'est en fait on éjecte le père. Et on éjecte l'homme, on en fait un géniteur. Ce que vous dit votre fils, il a parfaitement intégré la leçon. Or, il se trouve que votre fils est un homme en devenir. Et quelle image lui est donnée, vous lui avez donné des hommes. Parce que quand on décide de faire un enfant seul, qu'on éjecte volontairement l'homme, qu'on le réduit à une fonction de géniteur, c'est qu'on a des comptes à régler avec les hommes. Non, alors, c'est ce que je disais à votre je sais pas comment collaborateur. Quand je me suis retrouvée enceinte, lui, il voulait pas. Enfin, c'est pas, vous ne m'avez pas dit ça au départ, c'est un peu différent. Vous avez dit, j'avais 31 ans, je voulais un enfant et je voulais pas de père. Vous voyez, c'est un peu différent. Mais bon. Et après, j'avais le père. Et après, quand je me suis retrouvée enceinte, il m'a dit, c'est lui ou c'est lui, enfin lui ou elle, c'est lui ou c'est moi. J'avais 31 ans, c'était mon premier enfant. J'avais vécu 14 ans avec déjà un homme qui ne voulait pas un enfant, parce qu'il était issu d'une fratrie de 9, donc lui ne voulait pas d'enfant. Donc je me suis dit, 31 ans, je me suis dit, Evelyne, c'est le moment, quoi. Et moi, je l'aimais, le père de mon fils. Et lui ne voulait pas d'enfant. D'accord, donc vous ne nous avez pas présenté les choses comme ça. Vous auriez aimé que cet homme reste, il n'est pas resté. Il n'est pas resté. D'accord, bon, alors vous êtes arrangé. Voilà, c'est tout à fait différent. Voilà. C'est qu'il y avait au départ, dans votre désir d'enfant, s'articuler à cet homme. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas un désir d'enfant uniquement pour soi ou d'emblée on exclut l'autre. Bon, il se trouve. Oui, mais ça change tout, vous savez. Ça change tout parce que je trouve que c'est toujours très préoccupant. Le fait de décider, et il y a des femmes qui le font, de faire un enfant seul. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est pas articuler un désir, un autre désir. C'est-à-dire qu'on peut capter l'enfant. Avec tout ce que ça peut avoir de problématique. Donc, ce qui est différent, c'est que votre fils, vous pouvez lui parler de son père en disant que son père, vous l'avez aimé, vous avez une histoire d'amour avec son père. Et ça change complètement tout, parce que ça change complètement la donne. C'est-à-dire que cet homme a compté pour vous en tant qu'homme. Il n'a pas été un homme dont vous vous êtes servi, que vous avez instrumentalisé pour avoir un enfant. Ah oui, mais ça change. D'accord. Ça change, parce que même dans l'image que peut se faire votre fils de lui-même, en tant qu'homme en devenir, voyez, parce que quand il y a des femmes qui décident comme ça volontairement de faire un enfant seul, en excluant d'emblée l'homme ou en le réduisant à une place de géniteur, souvent, c'est ce que je vous disais, elles ont un compte à régler, parfois inconscient, mais enfin, ou conscient,
Et Non. elles peuvent transmettre. Non, mais j'ai pas dit ça. On comprend mieux quand vous nous expliquez la situation. Oui. Bon, oui. mais exclure l'autre, c'est être dans une relation d'exclusivité à l'enfant qui lui est toujours préjudiciable. Mhm. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est voilà. Ouais. Mais bon. Et c'est important, vous pouvez dire à votre fils, quand il vous dit « Bon, non, c'est mon père, c'est un géniteur et autres », c'est important quand même de lui dire qu'il est né d'une rencontre, d'une histoire d'amour. D'une histoire d'amour, on est Que bien son d'accord. père ne pouvait pas être père. La paternité était quelque chose qui était compliqué, peut-être du fait de son histoire que vous connaissez ou que vous n'avez pas eu le temps de connaître. Voyez, que je connaissais. D'accord, si vous connaissez son histoire d'autant plus, vous pouvez en parler à votre fils. Parce que on en a déjà parlé. Hein, voilà, parce que c'est pas lui en tant qu'enfant qui est rejeté, parce que c'est quand même souvent ce qui peut être pensé. C'est si j'avais été un autre enfant, ça aurait été différent. C'est que le père ne pouvait pas être un père parce qu'il avait une histoire qui l'avait empêché. C'est très différent. En fait, l'histoire, c'est que le père ne voulait pas d'enfant. Voilà. Et moi, arrivé à mon âge, pour un premier enfant... Oui, vous aviez peur, vous aviez déjà vécu avec un homme qui n'en voulait pas, vous aviez peur vous aviez un désir d'enfant, d'accord. Oui, je comprends. Oui, 31 ans, c'est déjà un peu tardif, quoi. Non. Non. Vous étiez angoissée, mais enfin, non. Vous n'avez pas eu d'autres enfants après? Ah non, du tout. Non, d'accord. Non. Je préfère en avoir un et l'aimer amplement qu'en avoir 3 et je ne sais pas. L'amour se multiplie, vous savez. C'est souvent l'angoisse des parents de penser qu'on l'aimera pas autant, mais l'amour se multiplie. Ma maman et mon papa. Et je me dis, je ne sais pas si j'avais eu un deuxième enfant. Oui. Si je l'aurais aimé autant. Oui, c'est souvent ce que l'on croit, mais en fait... Et maman me dit tout le temps, mais l'amour, ça se multiplie. Oui, quoi. Ça tout à fait. Pas, quoi. Tout à fait. Mais bon, je ne sais pas, quoi. Merci en tout cas de nous avoir parlé de votre situation, Evelyne. On va accueillir également Malou et on va conclure avec vous, Malou. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça vous fait réagir aussi ces témoignages d'Annie et d'Evelyne sur les mamans solo? Oui, un petit peu, oui. Voilà. Donc pareil, j'ai élevé un enfant seul parce que le papa, ça s'est mal passé. Par contre, moi j'ai gardé des contacts avec les beaux-parents. Donc mon gamin a connu son grand-père, sa grand-mère, ses oncles, ses tantes. Et aujourd'hui, il a 20 ans, je suis très contente qu'il soit indépendant. Il fait des grandes études, tant mieux. Et je suis très contente qu'il ait plus besoin de moi autant qu'avant. Voilà, ça ne me manque pas. Donc je suis ravie pour lui. Demain, si je devais mourir, au moins il pourrait s'assumer. Voilà. Oh, c'est un peu... Ah non, c'est pas une horreur, mais c'est la réalité. Non. Mais enfin bon, on vous souhaite une longue vie et pour lui aussi, c'est important. C'est pas la peine qu'il ait... C'est difficile de perdre. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que... Mais j'ai coupé le cordon, moi, à la naissance. Vous savez, il y a ce proverbe juif qui dit l'important, c'est de donner à ses enfants des racines et des ailes. Il les a. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils aient des racines qui sachent d'où ils viennent, de quelle lignée ils sont issus, de qu'est-ce qu'on leur transmet, mais des ailes pour quitter le nid. Absolument. On les garde pas pour soi. On ne fait pas des enfants pour soi. Et c'est là, et c'est ça le être parent. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un renoncement. C'est-à-dire que on ne doit plus être tout pour ses enfants. Je suis heureuse pour lui. Ouais. Donc je comprends ce que vous voulez dire. C'est merveilleux. Et puis j'espère qu'il va être très heureux, que je vais connaître ses enfants. Oh oui. Voilà. Oui. Et, voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose, Annie, Malou et Evelyne, d'accueillir un papa. Vous êtes d'accord? C'est important. Alors, je sais pas si c'est un papa solo. Bonsoir, Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. J'ai pas retenu les prénoms. Voilà. Annie, Evelyne et Malou. Bonsoir Annie, Evelyne et Malou. Oui, moi je voulais intervenir un petit peu parce que donc je suis séparé depuis 5 ans et demi et mes enfants sont restés donc avec leur mère. On va dire pas essentiellement, mais quand même assez souvent. Et mon ex-femme a
une proximité, une complicité qu'évoquait la deuxième intervenante. Hein. Oui, donc, là, j'ai Evelyne. retenu les prénoms dans l'ordre. Hein, Evelyne, oui. Voilà, mais qui est même allée très très loin, hein, puisque donc on s'est retrouvés convoqué par le psychiatre qui suivait mon deuxième fils, puisque la complicité, la proximité allait jusqu'à des comportements... on va pas parler de harcèlement sexuel parce que c'est pas tout à fait le mot qui convient, mais par un jeu de séduction, si vous voulez, eu égard et aujourd'hui, j'ai une intimité trop grande, quelque chose d'un peu voilà. C'est quand problématique. C'est les câlins qui m'ont fait un petit peu bondir. Oui, mais que, bon, on parle malheureusement des pères incestueux. On oublie qu'il y a des mères qui peuvent être dans ce rôle-là. Enfin, c'est pas un rôle, pardon, qui peuvent être aussi incestueuses, hein, ou entretenir un climat incestueux. C'est beaucoup plus tabou, mais ça peut arriver. C'était plus un climat incestueux, oui. Effectivement, que voilà. Mais le psychiatre a été contacté par qui? Le psychiatre suivait mon fils et donc nous on faisait des points réguliers à 3, hein, mon fils, mon ex-femme et moi-même. Et lors un samedi matin, donc il a balancé ça. J'ai même cru qu'il a fabulé parce que c'est une période où lui-même était. Et moi, honnêtement, sur le coup, j'y ai pas cru. Hein. Mais qu'est-ce qu'il disait exactement? Il disait que sa mère le soir venait le border au lit alors qu'il avait 17 ans, qu'il mesurait 1m87 ou 8 déjà. Enfin bon voilà. Et qu'elle le provoquait, voilà. Et donc, moi, franchement, j'y ai pas cru. Et on a du mal à croire. Ça m'a confirmé en disant, mais moi, c'est pas méchant, je faisais ça parce que je voyais que ça te faisait rire, ça m'amusait. Et là, je suis tombé des nues, et vraiment tombé des nues. C'est que vraiment, effectivement, je n'avais même pas envisagé les choses sous cet angle-là du tout. Bien sûr, ça se comprend. Alors, on ne peut jamais. Qu'il y ait une complicité. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, déjà qu'elle vienne le border à 17-18 ans, il y a quelque chose d'une infantilisation un peu préoccupante. C'est-à-dire qu'il y a un détachement qui n'arrive pas à se faire. Mais en plus qu'elle ait un comportement très séducteur, un peu provoquant, c'est très très problématique parce qu'elle est dans une attitude. De toute façon, quand le parent, sans parler de climat incestueux, mais quand le parent, père ou mère, est dans une attitude de séduction vis-à-vis de l'enfant, c'est toujours problématique. Et séduction au sens, bien sûr, vouloir le séduire dans une attitude, dans un comportement, mais vouloir aussi le séduire en étant toujours d'accord avec lui, toujours jamais le contredire, jamais s'opposer à lui. C'est aussi être dans une attitude de séduction. Et c'est pas de ça dont les enfants ont besoin. Complètement. Et moi, ce que je voulais juste dire aux mamans solo qui attendez, on a un souci là parce qu'on a un écho avec un téléphone. Voilà, je crois que Fifi a réglé le problème. Non, voilà, on vous écoute. Voilà, donc moi ce que je voulais surtout attirer l'attention et je comprends tout à fait cette maman, donc Evelyne. Hein, moi je mets de côté la partie du choix sans papa, où effectivement j'adhère tout à fait à ce que vous disiez, Caroline, mais bon, ça c'est autre chose. Mais au-delà de ça, aujourd'hui mon fils qui a 21 ans a complètement pris le pouvoir et est devenu l'homme de la maison. Pour le coup, cette place lui a été donnée, même dans ce jeu pervers un petit peu. Hein, cette place lui a été offerte et donnée. Et aujourd'hui, c'est l'homme de la maison et il ne quitte plus la maison. Mais à un point où il ne quitte pas le nid, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... ses ailes ont été coupées, quoi. Et aujourd'hui, dans une très très grande souffrance, il a 21 ans, donc nos possibilités d'agissement ou mes possibilités d'agissement pour qu'il soit suivi sont très limitées parce qu'il est majeur et qu'il n'y a pas aujourd'hui de risque particulier identifié, si ce n'est que, voilà, donc il n'est pas suivi et il n'a pas quitté la maison. Et donc, chez mon ex-femme, c'est chez lui. Il ne comprend pas du tout maintenant que sa mère puisse fixer des règles. Mais bien sûr, voilà. Puisque c'est elle qui au départ a instauré cette relation-là. Il est l'homme de la maison.
Il est tout en restant le bébé de sa maman, hein, paradoxalement, et avec qui il est dans une complicité incestueuse. Donc je comprends que vous vous préoccupiez parce qu'il il va pas bien. Il faudrait que vous puissiez puis vous manifester. Moi, je suis grand méchant parce que quand j'interviens, et oui, vous êtes le tiers qui sépare. Ta mère a raison. Elle est chez elle parce que de temps en temps elle n'en peut plus. Je l'appelle, elle me dit bon voilà, faut que tu viennes mettre tes choses au point. Donc tout le monde, je joue mon rôle de père autant que faire se peut. Et effectivement, je lui dis écoute, si tu peux plus vivre comme ça chez ta mère, tu fais le nécessaire pour partir à ce moment-là, voilà, par exemple. Ou alors tu te plies aux règles, ou alors voilà. Enfin bon, mais en tout cas les règles ne peuvent pas être alors discutées. ce qui est à espérer, c'est que jusque-là, elle avait un contrôle sur lui parce qu'il était encore elle avait de l'ascendant, il restait un peu le bébé malgré tout, le bébé. Et là, la cohabitation risque de devenir de plus en plus difficile parce que comme vous dites, il est chez lui, il joue l'homme de la maison, et qu'à un moment, ce qui peut se passer, c'est que votre ex-femme peut ne plus supporter ça. Il peut y avoir de l'agressivité, ce qui s'expliquerait d'ailleurs parce que la seule façon qu'il peut avoir de se séparer de cette mère, c'est par l'agressivité, voire même, ça peut aller jusqu'à la violence, avec les mots ou physiquement. Oui, mais c'est pas étonnant. Avec les mots, c'est forcément violent, mais physiquement, ça a déjà eu lieu. 3 fois, il a été violent. Ah oui, bien sûr. Non, on lui a volé sa vie, mais oui. Donc, forcément, on lui a fait violence. Donc, lui, pour se séparer de cette mère et de cette c'est très angoissant d'être aussi proche d'elle. Il ne peut que s'en séparer dans un détachement très agressif. Donc, ce qui serait finalement mais oui, tout à fait. Ce qui serait, c'est peut-être qu'elle va arriver par le mettre dehors. Malheureusement, après, on peut arriver du tout au rien, hein, c'est-à-dire d'une trop grande proximité. Puis à un moment, elle va plus pouvoir gérer et elle va le mettre dehors. C'est à ce moment-là qu'il faut que vous soyez là aussi. Même déjà en étant là et en le voyant et en disant peut-être qu'elle va faire appel à vous en disant je m'en sors plus, il devient violent, et que vous à ce moment-là vous proposiez à votre fils peut-être de venir chez vous. Enfin, voyez, parce que un enfant, je dis volontairement enfant parce que c'est votre fils, même si c'est un jeune homme, mais qui a été comme ça aussi, qui a été, le bébé de sa maman, ça en fait quelqu'un de malheureux, de peu sûr de lui. Soit il est dans le vide, ou il s'est installé dans cette complicité incestueuse avec sa mère, il va être totalement largué, quoi. Donc il faut que vous soyez là à le soutenir. Tout temps, il repousse avec violence cette complicité incestueuse ou ce climat incestueux. Heureusement. Il le repousse. Oui, c'est une réaction tout à fait saine. Mais proposez-lui, est-ce qu'il pourrait pas venir habiter chez vous? Si, je lui ai proposé, mais c'est compliqué parce que moi je vis dans le sud au soleil et lui est à Paris, il a ses amis à Paris. Voilà. D'accord. Ou à ce moment-là, lui proposer, est-ce que vous pouvez pas prendre un petit studio? Exactement. Vous voyez qu'il est au moins. C'est difficile parce que je rappellerai peut-être un autre soir, mais il a d'autres problèmes qui font que aujourd'hui il peut pas s'assumer, même si on lui paye un studio. Pourquoi il peut pas s'assumer? C'est un petit peu long, mais enfin il a a priori un terrain presque schizophrénique, la consommation de drogue. Oui, alors là, écoutez, là, il faut insister pour qu'il soit pris en charge. Hein. Voilà. Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, vu ce que vous décrivez, dans le climat. À ce moment-là, saisissez un juge pour enfants. Il peut y avoir une extension. Hein. Saisissez un juge pour enfants. J'ai saisi le procureur. Vous avez raison. Alors le procureur, ça va plus être de son ressort, mais on peut penser qu'il va. C'est pas du ressort du procureur parce qu'il y a pas, on n'est pas dans un inceste avéré, mais il peut transmettre au juge pour enfants. Et de votre côté, vous pouvez saisir le juge pour enfants. Il peut y avoir une extension. Normalement, c'est pour les mineurs, mais il peut peut-être y avoir une extension ou en tout cas un éducateur. Et c'est pas étonnant qu'il bascule dans la psychose avec le climat que vous décrivez avec sa mère. Hein. Il y a de quoi devenir fou. Oui, non, mais complètement. Et puis après, il y a la consommation de drogue. Qui n'arrange rien. Oui, mais là aussi, on est dans la dépendance. On est dans une dépendance aussi, dans une fusion. Avec un produit. Une mère qui lui a financé pendant 2 ou 3 ans. À hauteur de 500-600 euros par mois et qui allait même lui acheter sa drogue. Oh là là. Avec la pension que je versais, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'un père peut, un parent, parce
que ça aurait pu être le cas. Oh là là, oui, mais la mère est très... Elle est... voilà, Elle aurait besoin d'être soignée, elle souffre vraiment de troubles. Ça, c'est vraiment notre problème, elle est majoritairement vaccinée, voilà. Oui, mais intervenez parce que votre fils, il faut vraiment qu'il soit pris en charge. Là. Non, mais je sais bien, En plus, il a un âge particulièrement sensible pour le développement c'est le message que je voulais envoyer à Evelyne, de grâce. Oui, Evelyne n'en est pas là, heureusement. Maman gentille, bien sûr. Soyez une maman gentille à faire des petits gâteaux ou des petites choses comme ça, mais arrêtez les câlins, quoi, parce qu'après... Oui, il y a un moment où je suis d'accord avec vous. Absolument. C'est des ados en face, c'est pas des adultes. Oui. Le corps à corps peut être un peu angoissant, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi d'intervenir. Allez, une petite chose, on vous laisse la parole, mais on va pas refaire le débat. Oui, non, on va pas faire le débat. C'est pas parce qu'il y a amour, fusion, qu'il y a inceste. Qu'il y a amour physique, mais non, mais attendez, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il y a un temps pour tout et qu'il y a un âge où un adolescent de 17 ans va pas faire des câlins dans le lit de sa mère. C'est voilà. Et il faut respecter ça parce que si vous voulez, c'est là où c'est le problème. Il faut que la mère, elle ait aussi une vie intime de son côté, une vie amoureuse, et c'est pas au fils de combler la tendresse. Non, je vais pas repartir dans le débat. On a fait, Evelyne, on vous a attendu suffisamment, c'est bon. Juste un petit truc. Je lui ai dit maintenant, j'ai fait ma vie de mère. Maintenant, j'aimerais faire ma vie de femme. Bah oui, mais enfin ça, il n'est pas responsable de ça. Hein. Vous n'avez pas à lui demander l'autorisation. Hein. Vous la faites votre vie. Il me prend un temps. Non, mais c'est comme si vous lui demandiez c'est comme si vous lui demandiez l'autorisation. Mais il vous prend le temps que vous lui donnez. Et vous n'avez pas à lui demander l'autorisation. C'est comme si vous lui demandiez l'autorisation. Maintenant, je peux avoir un amoureux dans ma vie, non? Et puis si José a ça me paraît compliqué parce qu'il est... parce qu'il faut qu'il prenne un peu moins de place dans votre vie. Si José, a 3 dans le lit, ça va pas être... vous en avez qu'un, mais il sera pas à vous tout le temps. Et lui, il a besoin aussi de s'émanciper et puis d'avoir des petites amies ou un petit ami. Bon, on va pas. Écoutez, je crois qu'il faut... on peut pas tourner... Vous étiez on s'éloigne un peu. Vous étiez en réaction au témoignage d'Annie sur les mamans solo. Donc, on peut pas faire tout le débat autour de votre problématique. J'espère que vous le comprendrez. Merci Annie. Désolée, on ne vous a plus entendu. Vous voyez que vous vouliez soulever le débat. Ça pose. Vous voyez, finalement, c'est plutôt rassurant. Ça va plutôt bien avec votre jeune fille là. Hein, quand je vous disais qu'elle va plutôt bien et que vous aviez une éducation qui était très structurante. Voyez. Oui, non, ma fille. Donc rassurez-vous. Elle est autonome encore, non pas du tout, mais. Mais c'est très bon. C'est très bon signe quand un enfant peut se détacher sans trop d'angoisse. Ah oui, il y a pas de problème. Mais oui. Et c'est le soulagement, mais bien sûr. Bien sûr. Merci en tout cas pour vos témoignages. Et Frédéric, ne lâchez rien pour votre fils. Il a vraiment besoin de vous là. Ne le laissez pas aux prises avec cette mère. Ouais, faut y aller. D'accord. Bon courage. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Je vous appelais pour vous parler un petit peu de ma situation personnelle. Oui. Donc j'ai été mariée pendant 22 ans avec un homme dont j'ai eu 4 enfants. Oui. Les choses s'usant, devenant moches, j'ai décidé un jour de partir et d'essayer de me retrouver moi. Parce que j'avais le sentiment de m'être un peu perdue, de m'être oubliée dans l'éducation de mes enfants et dans la prise en charge d'un homme très peu autonome et demandant beaucoup. Donc ça s'est fait il y a 18 mois. Je suis partie il y a 18 mois. Oui. Et mon constat aujourd'hui, c'est de me rendre compte que cet homme n'a pas compris, 18 mois après, que je ne reviendrai pas. Ah oui. Alors,
Comment l'expliquez-vous? C'est-à-dire, il ne veut pas comprendre, ou vous n'avez pas parlé de break? Vous avez bien dit que c'était... Alors, non, au début, j'ai parlé de break parce que je pensais qu'il allait tellement... ça allait être tellement difficile pour lui que j'ai parlé de break au début. Ah, d'accord, ça c'est important. Voilà, c'était important. Oui, parce qu'il a pu s'accrocher à ça, au fait que c'était momentané. Mais assez rapidement derrière, quelques mois après, je lui ai dit que non, que c'était pas un break, que c'était définitif. D'accord, donc vous avez bien prononcé, utilisé le terme en disant que vous aviez réfléchi, que vous vous rendiez compte que c'était plus possible la vie à deux. Voilà, tout à fait. Bon. Et aujourd'hui, j'ai eu l'espoir il y a quelque temps qu'il ait compris. Oui. J'avais cru entendre, cru comprendre au travers de quelques conversations qu'il avait compris. Et puis, je me suis rendu compte aux derniers appels que j'ai reçus ou qu'on s'est passé pour les enfants, parce que 4 enfants, ça nous impose quand même... Vous en avez des qui sont mineurs encore ? J'ai 2 sur les 4 qui sont mineurs. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça vous impose de communiquer, ça nous impose de communiquer, bien sûr, voilà, d'avoir un minimum de contact. Donc, oui, ça simplifie pas les choses. Voilà. Lors de la dernière conversation téléphonique qu'on a eue après avoir échangé sur un problème d'orientation scolaire pour un des enfants. Oui. Voilà, il m'a redit, mais c'est pas terminé, mais moi j'ai l'espoir que, mais voilà, et je trouve ça très difficile de trouver la bonne distance entre la fermeté, ce qui a été mon attitude d'hier, la dernière conversation téléphonique, en disant ben non, c'est terminé, c'est fini, il faut que tu acceptes la réalité. Ne pense pas que je vais revenir, c'est pas possible. Pour moi, les choses sont claires. Oui. Et puis, d'un autre côté, l'empathie vis-à-vis de lui, parce que finalement, c'est le père de mes enfants. Voilà, mes enfants le voient au quotidien ou presque. On vit à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre. On a encore beaucoup de choses à vivre au quotidien ensemble avec nos 4 enfants. Au quotidien, réellement ? Vous êtes en contact au quotidien ? Au quotidien, c'est trop dire, mais tous les 2-3 jours. C'est très compliqué de ne pas se parler. Vous ne pouvez pas faire autrement ? Vous savez, on a deux enfants aînés qui sont en études supérieures, qui font le choix de partir vers des études aux États-Unis pour l'aîné, la deuxième en province. Il y a la logistique pour ces enfants-là. Il faut décider en commun, savoir comment on finance, accompagner l'une sur telle chose, l'autre sur telle autre. Enfin oui, on est quand même... Oui, alors attention, si vous voulez, je comprends bien, vous assumez votre rôle de parent, mais pour autant, si lui ne se résout pas, parce que je pense qu'il a compris, mais il ne se résout pas à cette séparation, il peut jouer aussi sur le fait que vous devez rester en contact parce que vous êtes parent et que vous avez des choses à régler, pour aller sur un autre terrain. Donc il peut aussi trouver tous les arguments pour être le plus souvent en contact avec vous. Alors vous, c'est là où vous êtes dans une certaine ambivalence d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand vous parlez de fermeté, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça vous irrite peut-être de voir qu'il ne veut pas comprendre et vous êtes très clair, vous lui dites qu'il n'a rien à attendre sur le plan de votre couple. Et puis à d'autres moments, c'est le père de vos enfants, ça vous touche, et peut-être que là vous vous montrez plus réceptif, plus à l'écoute. Et ce faisant, vous pouvez susciter en lui un espoir. Oui, enfin, sauf que ça fait quand même 18 mois que je suis partie. Ah oui, mais ça, vous savez, il y en a qui reviennent... Il y a des gens qui, après s'être séparés, se remarient. Donc, après tout, vous voyez, tout se voit. Donc, pour vous, c'est clair. Mais pour lui, il a envie d'espérer. Donc, c'est important de pouvoir être très clair, même si vous êtes en contact. Et c'est-à-dire, les contacts que vous avez, c'est les enfants. Mais dès qu'il aborde l'autre terrain,
là, vous refusez à en parler. Vous lui dites que non, vous ne voulez pas aller sur le terrain du conjugal. Oui, mais en même temps, ce qui est très compliqué... Bon, on va continuer à en parler parce que c'est un thème qui peut susciter des réactions. Comment se séparer quand ça traîne en longueur et quand l'autre ne veut pas comprendre. 39-21. En attendant, il est minuit, ne raccrochez pas. De votre libre antenne et nous sommes toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Alors justement un mail de Natacha qui revenait sur le thème des mamans solo dont on a parlé en première heure. Elle dit attention à avoir une trop grande intimité avec son adolescent, ça peut empêcher sa libido de se développer sainement. En revanche, une adolescente qui signifie à sa mère que chacune a son monde personnel me paraît tout à fait sain. Mais quelle douleur pour la maman qui perd son bébé, entre guillemets. Quel bonheur pourtant quand elle réussit dans sa vie privée en sachant que son pilier parental est toujours présent quand elle en a besoin. Et puis il y avait Feuille d'érable qui disait justement à propos de l'amour maternel et qui parlait de sa mère. Il faudrait que je retrouve son petit message parce que disait que je l'ai un peu perdu, que finalement elle aimait mieux la savoir loin, elle aimait mieux les savoir loin mais heureux que proches et malheureux. Et elle ajoute, elle a tout fait pour nous rendre indépendants. Alors on va retrouver Delphine. Donc Delphine, ça fait 18 mois que vous avez quitté votre mari avec qui vous avez vécu 22 ans, vous avez 4 enfants ensemble et en raison de ces 4 enfants, dont 2 qui sont encore mineurs, vous êtes très souvent en lien avec lui pour parler de leur éducation, de leurs études. Enfin, il y a beaucoup de modalités pratiques à mettre en œuvre. Et vous avez le sentiment que votre mari ne comprend pas, me dites-vous, le fait que vous ayez décidé de vous séparer. Alors, ce que j'aimerais, moi, tenter de comprendre, c'est, vous pensez qu'il ne comprend pas réellement, c'est-à-dire, ou qu'il n'accepte pas, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Votre décision, vous voyez, de séparation. Je pense fondamentalement qu'il ne comprend pas. Et je pense qu'il n'a pas compris les évolutions qu'on a eues sur les 10 dernières années de notre vie commune. Il se trouve qu'on a perdu notre 3e enfant qui est décédé un petit peu subitement. À quel âge ? À 6 mois d'une mort subite du nouveau-né. Ah oui, c'est terrible, oui. Et suite à ça, on a lui et moi évolué de manière complètement différente. Oui. Moi, ayant une urgence absolue de vivre et n'ayant qu'une seule nécessité absolue, c'était de savoir que tous mes autres enfants étaient en vie tous les soirs. Donc, me moquant ouvertement au sens où je m'en occupais pas de tout ce qui était logistique, de tout ce qui était matériel, de tout ce qui était tout ça n'avait absolument aucun intérêt pour moi. Alors que lui, au contraire, c'est accroché à du matériel et c'est le matériel qui a eu de l'importance pour lui. Et vous avez réagi très différemment à la perte de ce bébé. Souvent, ça peut. Et après, j'ai eu le sentiment. Ça peut éloigner. Après, on a eu 2 autres enfants qui sont arrivés et qui nous ont permis de passer le cap. Et ça a été un grand bonheur d'avoir ces enfants. Mais j'ai eu le sentiment que pour lui, j'ai toujours eu besoin d'aller le chercher sur son rôle de père. Lui s'est mis en marge de ce rôle de père. Et aussi bien pour les enfants nés avant que pour les enfants nés après. Oui, c'est-à-dire que déjà, avant la perte de ce bébé, il était un peu comme ça ?
Il était un peu comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'il assurait toute l'intendance, toutes les contingences matérielles. Non, c'est moi qui assumais tout ça. Lui était très distant de tout ça et il fallait que j'aille le chercher pour qu'il s'occupe de ses enfants, pour qu'il s'intéresse à ses enfants, pour qu'il prenne en considération ce que je lui disais sur ses enfants, etc. Donc aujourd'hui, quand vous me dites que j'ai une forme d'ambivalence, je le reconnais bien volontiers parce que je pense, une forme d'angoisse qui est qu'il disparaisse de la vie de ses enfants si moi je ne maintiens pas sa présence dans la vie de mes enfants. Vous voyez, sa relation est très compliquée avec nos filles aînées. Je sais, même si elles sont très discrètes et qu'elles ne se confient pas ouvertement à moi, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je les vois arriver certaines fois chez moi avec des mines déconfites et je sais qu'il s'est passé des choses. Parce que lui m'appelle pour me dire que ça s'est mal passé. Voilà, oui, mais est-ce que justement il continue pas à s'en remettre beaucoup à vous ? Comme lorsque vous n'étiez pas séparés, et que peut-être, je comprends votre crainte, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus là pour tenir, il soit encore moins présent, voire plus du tout. Ça arrive malheureusement en cas de séparation, on voit des pères qui, au bout de quelques années, ne sont plus là pour leurs enfants. Mais il peut aussi, à ce moment-là, ne plus continuellement s'en remettre à vous et essayer d'agir un peu par lui-même, y compris vis-à-vis de ses enfants. Qui sait ? Vous voyez, peut-être que aussi, vous dites que vos enfants, c'était votre priorité, tout tournait autour du fait qu'ils aillent bien, donc peut-être qu'il s'est beaucoup reposé sur vous parce qu'il savait que vous étiez là. Oui, ça c'est une évidence, oui. Bon, donc après tout. C'est pas parce que, de toute façon, vous pouvez pas maintenir à tout prix sous perfusion une relation qui, si elle est problématique, elle est problématique. Hein. Vous n'allez pas. Vous voyez, si le père est un peu absent, il peut être. Ce que vous dites, c'est qu'il était là physiquement, mais un peu absent psychiquement. Bon, oui, tout à fait. Donc la séparation, soit va accroître ça. C'est-à-dire qu'en plus d'être absent psychiquement, il risque d'être aussi absent physiquement. Mais vous n'allez pas pouvoir maintenir artificiellement quelque chose si lui a du mal à se placer. Il peut aussi avoir un déclic et vouloir être davantage présent, davantage s'investir dans cette relation. Là, c'est parce qu'il est dans un entre-deux. 18 mois, c'est vous dites oh oui mais je comprends pas, ça fait quand même 18 mois. Oui, c'est beaucoup et à la fois peu quand on a vécu 22 ans ensemble et quand vous avez partagé tellement de choses et construit tellement de choses, voyez. Surtout que lui, il subit. Vous avez une longueur d'avance parce que vous avez pu l'anticiper cette séparation. Comme toujours, celui ou celle qui prend la décision a pu anticiper les choses. Ça veut pas dire qu'il la vit mieux, hein. Mais vous avez quand même une longueur d'avance. Vous pouvez vous projeter davantage dans l'avenir que lui qui reste dans un temps figé au moment de votre départ et qui donc n'est que dans la perspective de il faut qu'elle revienne comme avant, on reprend tout comme avant. Oui, mais en même temps il a aussi, je vous ai écouté parler il y a une ou deux émissions des problématiques de relation aux objets, de ne pas jeter, qui dénotent une problématique de relation au temps. Voilà, ben lui, il est complètement dans ce schéma-là. Donc, voilà, j'ai très très peur qu'il soit figé dans le temps et qu'on s'en sorte jamais de cette histoire. Que vous vous sortiez jamais de quoi ? De cette séparation qui n'en finit pas et qui dure et qui est éternelle et qui... Oui, mais c'est justement ce que j'essayais de souligner. Elle durera d'autant plus si, à votre insu, vous maintenez le lien. Et donc concrètement, vis-à-vis des enfants, vous me conseillez d'agir comment vis-à-vis de lui ? Parce que je vous donne un exemple très concret. Non, mais vous voyez bien que vous maintenez le lien encore au prétexte il faut maintenir le lien par rapport... Vous dites bien, vous restez en lien avec lui par rapport aux enfants. Je reste en lien avec lui par rapport aux enfants parce que j'ai pas le choix. Oui, enfin, les enfants sont plus des bébés. Oui, mais par exemple, sur des orientations scolaires, vous avez besoin de l'accord du père et de la mère. Vous voyez ? Donc concrètement, il y a des moments. Alors, vous avez peut-être raison. Il y a peut-être
des tris qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des actions sur lesquelles je vais le chercher, ou peut-être je pourrais me passer de lui. Mais il y en a d'autres où je ne pourrais pas. Il y a des tris à faire. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction. Vous acceptez de parler avec lui de ce qui relève vraiment de votre rôle de parent. Mais pour le reste, quitte à avoir une explication avec lui, si vous pensez que ça peut l'aider, parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous êtes séparés. Parce que c'est vrai que parfois, quand on ne comprend pas la séparation, on peut rester fixé dans ce temps-là, dans l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. D'autant plus si c'est sa problématique, qu'il a du mal par rapport à la perte, par rapport au deuil. Bon, donc prendre le temps de lui expliquer en quoi vous avez évolué différemment, mais par rapport à votre couple aussi, parce que là vous m'avez parlé par rapport à vous en tant que parent. Je trouve qu'en tant que couple, c'est compliqué. Vous parlez pas tellement de vous en tant que couple. Vous parlez en tant que de couple parental, mais pas couple conjugal. Hein. Non, c'est vrai, parce que le couple conjugal n'existe plus depuis longtemps. C'est peut-être aussi ce qu'il faut lui dire. Que vous vous êtes éloigné, tout tournait beaucoup autour des enfants, et vous continuez d'ailleurs. Hein. Donc finalement, est-ce que il y a une procédure de divorce qui est en cours? Et non, malheureusement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas séparée de lui depuis suffisamment longtemps en termes de séparation de corps pour pouvoir engager à moi toute seule la procédure de divorce. Je suis obligée de passer par une procédure de consentement mutuel qu'il refuse pour l'instant. Oui, mais vous lui dites, il faut que vous soyez plus ferme là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est celui qui est vraiment décidé à partir, qui est le moteur. Et c'est vous le dites vous-même. Votre ambivalence, elle est là. Vous êtes freiné par le fait que vous avez peur qu'il n'ait plus de lien avec vos enfants. Au pire, si ça devait arriver, de toute façon, c'est ce que je vous dis, vous ne pouvez pas maintenir artificiellement quelque chose, parce que s'il reste en contact avec vos enfants uniquement pour maintenir une relation avec vous, ça va pas. Ça peut pas bien se passer avec vos enfants si c'est uniquement pour ça. Et au mieux, vous vous rendrez compte que peut-être, passer ce cap de la séparation, cette épreuve qu'il lui a digérée, il peut rester en lien avec ses enfants parce que il est peut-être plus père que vous ne le pensez, même s'il n'a pas été comme le père que vous souhaitiez pour vos enfants, il est quand même peut-être plus père que vous ne le pensez. Laissez-lui une chance. J'aimerais, j'aimerais vraiment. Donc, mais là, ça sert à rien de maintenir artificiellement quelque chose. Parce qu'en plus, vous entretenez un espoir chez lui, donc ça ne l'aide pas à avancer, et ça fait que les choses restent bloquées. Et pour vos enfants, si vous pensez qu'il maintient le lien avec ses enfants uniquement parce que vous restez en lien avec lui, c'est pas très gratifiant. Non, c'est sûr. C'est sûr que sa relation pour l'instant avec ses enfants n'est pas facile. Ni avec les aînés qui sont grandes, ni avec les plus jeunes qui sont... Mais oui, mais ils ont affaire avec ce père-là, Delphine. Oui. C'est ce père qu'ils ont connu, c'est ce père avec qui ils ont affaire et avec qui ils doivent s'adapter à cette situation-là. De toute façon. Oui. Vous voyez ? Donc... Là, vous maintenez quelque chose qui vous enferme. Et d'ailleurs, on voit bien, vous étiez un couple parental, vous vous séparez, mais dans les faits, vous restez ce couple. Alors, que vous ayez besoin de rester ensemble, vous voyez d'ailleurs mon lapsus, de communiquer par rapport à l'éducation des enfants, oui. Mais franchement, je trouve que quand vous me dites que tout en étant séparés, vous êtes en lien tous les 2 ou 3 jours, il y a quelque chose qui est un peu problématique là. En tout cas, lui, ça peut pas l'aider à se séparer. À un moment, il faut quand même qu'il y ait une distance qui soit mise en place. Or, quand on est trop en lien comme ça, même au téléphone, ça aide pas à la séparation. Donc, je suis certaine que vous pourriez
y compris par rapport à vos enfants, aux choses à régler des choses autrement qu'en vous ayant comme ça aussi souvent au téléphone. Oui, il faut que je réfléchisse à d'autres modes de communication moins impliquants, comme peut-être le mail sur des sujets très précis. Exactement. Voilà. Ouais. Et puis faire en sorte que les enfants, puisque vous en avez quand même 2 qui sont majeurs, vous dites c'est bon, ils peuvent aussi demander directement à leur père, sans forcément que ça se concerne toujours vous, lui, vous, lui, vous, lui. Voyez, ça peut être aussi une façon de faire en sorte de l'impliquer davantage, mais en mettant en scène aussi vos enfants, en disant votre père, et quitte après à ce que vous donnez votre accord, qui n'est pas d'incohérence, mais qui s'implique aussi plus, au lieu de toujours être qui s'en remettent à vous. Parce que moi je pense qu'il joue de ça. Ça a toujours été votre fonctionnement et il continue, et vous continuez sur ce mode-là alors que vous êtes séparés. Donc vous continuez comme si vous n'étiez pas séparés, paradoxalement. Et je vous dis, si vous pensez que ça peut l'aider d'avoir une explication avec lui et de lui dire pourquoi vous vous séparez, parce que justement vous n'étiez peut-être plus qu'un couple de parents et que vous vous étiez considérablement éloignés, mais dites-lui. Voilà, ça peut l'aider. La conversation sur le pourquoi j'ai pris cette décision, je l'ai eu X fois avec lui. Ça, les choses ont déjà alors si vous l'avez dit, c'est que peut-être qu'il ne veut pas comprendre. Et je comprends aussi, je trouve vous êtes trop en lien. Hein, ça l'aide pas. Vous l'aidez pas là, en tout cas. Et puis, quant au fait de vous avez peur, vos peurs, il faut vous en arranger un petit peu. Et puis, je vous dis, c'est pas parce que ça veut pas dire que ça se passera dans la réalité. Hein. Cet homme peut être présent malgré tout. Et de toute façon, s'il reste présent uniquement pour vous, c'est problématique. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre écoute et de votre aide. Au revoir, bonne soirée Delphine, merci, au revoir. Europe 1. Alors vous réagissez au témoignage de Delphine et de cette séparation qui traîne en longueur. Quelqu'un dit qu'il faudrait avoir recours à la loi. Vous êtes nombreux à dire ça, à dire peut-être l'ALO, un divorce à envisager, ça pourrait l'aider. Et puis Marinette dit 18 mois de pause ne sont rien devant tout le chemin déjà fait en commun. Marinette qui dit est-ce qu'elle n'a pas le désir inavoué finalement de reprendre la relation? Moi, je pense qu'il y a une très très forte ambivalence. Elle ne dit pas au niveau de reprendre la relation, mais elle a peur que la relation s'interrompe entre le père et ses enfants. Mais en même temps, elle peut pas maintenir le lien comme ça à tout prix non plus. Alors il y a quelqu'un qui dit si son ex-compagnon expert, c'est peut-être parce qu'il sent que sa femme l'aime encore. J'ai connu ce cas de rupture sans conflit. Par orgueil, j'ai tenu bon et maintenant je regrette cette rupture. Cette femme me fait penser à mon histoire. Il y a Odile qui dit seul le divorce réglerait la problématique couple et parentalité. Plume qui dit c'est pas une obligation d'avoir aussi bien l'assentiment du père et de la mère en ce qui concerne l'orientation des enfants. Quelqu'un dit pourquoi pas avoir un avocat qui pourrait écrire au mari. Et puis quelqu'un dit de toute façon Delphine ne peut pas de son côté reconstruire sa vie si elle a son ex-mari aussi souvent au téléphone. Quel homme accepterait cela? Donc c'est vrai qu'il y a des choses un peu à clarifier. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir. 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 Je raconte mon histoire. Oui. Très 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 douloureuse, très énigmatique pour moi. Enfin, je suis complètement dans le brouillard, dans les étoiles, dans ce que vous voulez. Dans les étoiles, ça serait pas mal. Mais... C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un petit souci là, je crois. Quand je parle, il y a un retour terrible. Attendez, il y a un retour terrible quand je parle. On a un souci de ligne. Bon, allô, Samy, vous êtes là ou pas ? Oui, je suis là. Bon. Allô ? Oui, je sais pas. Vous avez mis sur haut-parleur ? Non, là, je suis normal. C'est pas. J'ai enlevé le haut-parleur.
Il y a un problème là. Bon, on va essayer, mais je vous garantis pas qu'on puisse poursuivre. Alors, je vous écoute. Alors en fait, voilà, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Je devais me marier et j'ai croisé une fille par hasard, par le plus grand des hasards, et je suis tombé amoureux et j'ai annulé mon mariage. Oui. Et donc pendant vous l'avez annulé combien de temps avant le mariage? Combien de temps avant le mariage? Oui, c'est-à-dire que ça a été annulé quelques semaines, quelques mois? Quelques mois. D'accord. Quelques mois même. Enfin, oui. Ça se compte au nombre de 4 semaines à peu près. D'accord. Et donc j'ai vraiment, voilà, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, ce genre de choses. Et j'ai annulé un mariage où j'avais, enfin, ils ont pris une salle, oui. etc. Enfin, il y avait absolument tout. Et j'ai annulé le mariage et je suis resté avec cette fille qui m'avait troublé, qui m'avait complètement déstabilisé, auquel je me sentais parfaitement bien dans un idylle extraordinaire. Et oui. ce qui s'est passé, c'est que on avait ensemble, on s'était croisés donc dans une école en fait, parce qu'on reprenait nos études comme le plus grand des hasards. Et elle devait donc après ses études partir dans le sud. Et moi retourner chez moi dans ma petite ville de province. Et je l'avais promis en partant, je l'avais déménagé, etc. J'avais tout fait pour qu'elle parte dans de bonnes conditions. Je l'avais raccompagnée jusque dans le sud. J'avais promis, je l'avais regardé dans les yeux, et puis je lui avais dit, voilà, je te promets que je viendrai, je te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et là, moi, j'ai repris l'entreprise, je suis parti travailler avec difficulté parce que j'étais avec une entreprise où l'ambiance n'était pas extraordinaire. Oui. Et pour partir prendre des jours, on ne me les donnait pas pour aller la voir, etc. Donc ça fait à peu près 1 an comme ça. Après, j'ai demandé à ma mutation. Oui. On se voyait toujours, on s'appelait toujours, etc. Donc vous passiez des week-ends ensemble? Exactement, oui. Exactement, mais malheureusement, peut-être pas comme elle voulait, peut-être pas comme elle le voulait. Oui, vous étiez moins disponible qu'elle aurait souhaité. Mais exactement, c'est-à-dire que moi je lui expliquais ma situation, parce qu'en même temps j'avais quand même des responsabilités où j'habitais, et puis petit à petit, je ne voyais plus je ne savais plus ce que je devais faire pour la convaincre que je faisais énormément d'efforts. Parce que vous sentiez, elle vous faisait des reproches? Des petits reproches, bien sûr, des reproches, parce que dis attention, occupe-toi de ta femme, attention, occupe-toi de moi, etc. Et donc moi j'ai demandé des mutations, j'ai passé des entretiens, j'ai envoyé des CV partout, j'ai fait plein de choses et j'ai pas eu de réponse forcément positive, même au niveau des entretiens. Et je l'avais aussi invité à venir avec moi à un entretien dans le sud et ça s'était bien passé, sauf que moi j'ai pas eu de réponse positive. Et moi j'ai réfléchi, j'ai pensé à carrément arrêter le travail et aller directement là-bas, si vous voulez. C'est ce que j'ai fait en septembre 2012, c'est ce que j'ai fait. Mais elle ne m'a jamais cru, en fait. Elle ne croyait pas que j'avais fait autant d'efforts, etc. Et au moment où ma rupture a été faite, ma rupture d'entreprise, et au moment où j'ai trouvé quelque chose, une solution pour la rejoindre dans le sud, une solution réfléchie, eh bien, il y a 2-3 semaines, elle m'a plaqué, en fait. Elle m'a tourné le dos. Elle m'a accusé de plein de choses. Elle m'a accusé d'avoir été voir ailleurs, enfin, de plein de choses, de plein de choses et complètement différente, froide et me parlant que de ses ambitions aujourd'hui, qu'elle ne souhaite absolument plus avoir de contact avec moi. Quelles sont-elles, ses ambitions? Qu'est-ce qu'elle a comme ambition? De son travail, en fait. Son travail, parce que quand elle a été là-bas, elle était au chômage. Moi, je l'avais quand même aidé, soutenu pour trouver des solutions pour qu'elle s'occupe l'esprit, qu'elle s'occupe dans tout ce qui était économie, environnement, etc. De participer à des associations, de participer aussi à l'écologie du Sud. Et enfin, plein de choses comme ça. Enfin, je pensais énormément à elle et je pense encore énormément à elle. Et c'est atroce de se voir comme ça d'un coup d'un seul. Oui.
Oui, vous ne comprenez pas, je comprends. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes rejeté, brutalement, elle change d'attitude. Alors que vous avez quand même annulé votre mariage pour elle. Vous faites une rupture d'entreprise. Et encore, elle trouve que c'est pas assez et elle vous invente des liaisons. Oui. Bon, écoutez, finalement, je comprends que vous soyez très, très déstabilisé, très affectée par tout ça. Pour autant, heureusement qu'elle se dévoile, parce que dans quoi vous seriez-vous engagé avec elle? Vous voyez, c'était quand même une sacrée preuve de l'attachement que vous lui portiez, ce que vous avez mis en œuvre. Et pour autant, elle vous accable de reproches complètement injustifiés, alors qu'elle vous dit, que ce qui compte, c'est sa carrière professionnelle. Bon. Alors, j'avoue, attendez, parce que j'ai quand même mes torts. J'ai quand même à un moment donné, à force de la quitter sur les quais de la gare, force de la quitter, à force d'avoir pleuré, et à un moment donné, j'avoue, je voulais en fait arrêter en fait, à plusieurs reprises. Hein. Je prenais le train, je rentrais à Paris et puis en province. Et souvent, je me disais, mais on se fait du mal. Elle pleure tout le temps, des sanglots, des sanglots énormes. Ça m'a marqué. Et je me suis dit, ça lui fait mal. Elle me quitte tout le temps. Enfin, on se quitte sur les quais de la gare. On s'aimait, quoi. C'était énorme. Et au final, aujourd'hui, c'est complètement... Oui, mais vous voyez bien que ça s'évalue dans la durée, Samy. C'est-à-dire qu'elle pleurait sur quoi à ce moment-là? Alors oui, ça lui faisait mal, elle pleurait. Bon, d'accord, c'était douloureux. Les quais de gare, ça n'a jamais été follement gai, on est d'accord. Surtout pour des amoureux qui voilà. Bon, pour autant, elle savait... Et vous lui, apparemment, vous lui disiez, et elle avait des raisons de vous croire, parce que vous aviez quand même renoncé à votre mariage pour elle, et que vous étiez en train de tout mettre en œuvre pour la retrouver. Donc, exactement. Elle pouvait se dire, c'est déchirant, c'est triste, j'ai hâte d'être avec lui, mais en même temps, il met tout en place pour qu'on puisse être ensemble et puis vivre une histoire. Au lieu de ça, elle fait preuve d'une impatience quand même, et vous voyez, qui montre que il n'y avait pas quelque chose de profond et d'authentique derrière tout ça. Alors c'est ce qui est d'autant plus difficile pour vous aujourd'hui, c'est de vous rendre compte que elle était assez instable. Et que, oui, vous avez renoncé à des projets, à des choix de vie importants, mais pour autant, je trouve courageux de votre part d'avoir renoncé à ce projet de mariage, parce que, de toute façon, si vous étiez marié, en ayant en tête cette femme, en ayant eu ce coup de cœur véritablement sincère pour elle, profond, parce qu'on voit bien que ça n'a pas été l'affaire de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. Bon, que c'était vraiment pas quelque chose d'une passade. Votre mariage, de toute façon, je lui donnais pas cher. Parce qu'on va pas se marier en ayant une autre femme en tête, à ce point-là. Vous voyez, ça n'aurait pas tenu. Peut-être, mais est-ce qu'on peut, comme c'est un début? Oui. Ouais, mais c'était, franchement, quand j'y repense, c'était hyper intense. Ben oui. Je me suis posé des mille questions. J'ai fait, est-ce que cette femme que je viens de rencontrer, est-ce que je peux l'oublier tout de suite et ne pas m'engager? Parce que la question, en fait, la question que j'ai posée à cette fille, c'était, est-ce que tu souhaites une histoire réelle, durable? Oui, je comprends, oui. Bien sûr, oui. Vous n'alliez pas tout annuler pour une passade, une aventure de... Bien sûr, oui. Exactement. Et vraiment, elle a tout fait là-bas, quand on était dans cette ville. Elle a tout fait pour me prouver que c'était une histoire sérieuse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Annuler un mariage où il y avait 500 invités, etc., une catastrophe pour ma famille, un truc complètement dingue, ils n'ont absolument rien compris, et je leur ai jamais dit pourquoi, et jusqu'à ce jour ils ne le savent pas pourquoi, jusqu'à ce jour.
L'erreur que j'ai fait, je pense que c'est une erreur, des erreurs que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Ouais. J'ai pas présenté ma famille. Oui. J'ai à un moment donné, j'ai manqué pas mal de coups de fil. C'est-à-dire, j'aurais dû l'appeler souvent. Oui. À un moment donné, j'ai un peu lâché l'affaire parce que pour moi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, les blablas, ça suffit. C'est l'acte qui compte. Et crois-moi, je vais venir. Tu vas voir, je serai à telle date, je serai là. Donc j'ai quand même fait des erreurs. Et bon. Oui, mais attendez, arrêtez de battre votre coulpe là, Samy. Des erreurs qu'il n'en fait pas, mais enfin, franchement, vous lui avez donné de sacrées preuves d'amour. C'est-à-dire, c'est pas rien de la rencontrer. Vous annulez votre mariage, après vous faites une rupture d'entreprise pour elle. Enfin, vous vous rendez compte, à la fois sur le plan personnel, à la fois sur le plan professionnel. Elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous accablez de reproches. C'est clair. Elle se désolait, elle disait ah oui bon voilà on peut pas être ensemble, mais de son côté elle a rien fait elle pour faire en sorte que cette relation se construise. Enfin bon, c'est vous qui avez tout fait. Et au final, je vous dis, bon, je comprends que vous soyez aujourd'hui très peiné de tout ça, mais je me dis que vous avez échappé à quelqu'un d'assez perturbé, hein. Est-ce que, bon, parce que comme le dit Brigitte, vos investissements dans cette relation, votre investissement était hélas très différent. Brigitte qui demande, est-ce que vous avez des relations aujourd'hui avec votre ex, la future mariée là? Est-ce que vous avez des regrets par rapport à elle? J'ai des regrets. Parce que figurez-vous que elle prend de mes nouvelles tout le temps. D'accord. Et moi, chaque fois je lui dis ce n'est pas la peine en fait. Oublie-moi, trouve quelqu'un d'autre, etc. Et elle tout le temps. Elle continue à en prendre. Elle continue. Ouais. Elle savait que c'était parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Exactement. Oui. Est-ce que vous envisageriez éventuellement de la revoir? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose de votre côté de possible? Est-ce que ça serait pas par dépit parce que ça n'a pas... C'est ça, c'est compliqué. C'est parce que si ça avait fonctionné avec cette femme, vous ne reviendriez pas vers votre ex. Donc c'est un peu compliqué de dire bon, c'est pas sur les meilleures bases. Alors je me dis, parce que quand même elle est très des fois, elle parle avec mes sœurs, elle parle avec eux, etc. Elle est capable de... Parce qu'elle sait aujourd'hui que je vais reprendre mes études et, dans une ville lointaine, dans le sud, là où vit maintenant cette fille. Elle est aujourd'hui, cette ex mariée, a expliqué à mes sœurs qu'elle était capable d'être mutée. Pardon, j'ai pas compris. D'être mutée en fait, là où je vais travailler, là où je vais être à l'école moi. Ah oui. Elle l'a dit comme ça, je suis capable demain de si Samy de toute manière elle veut me suivre en fait et moi je trouve ça extraordinaire et de ma part je trouve ça complètement égoïste. Et de l'autre côté, je me dis, mais je me suis fait berner bêtement. Je sais pas comment. Qu'est-ce qui s'est. Enfin, Parce que cette femme, effectivement, vous aviez un attachement très fort à elle, puisque vous l'aviez demandé en mariage, donc c'est que vous lui trouviez beaucoup de qualités. Sinon, vous étiez aussi amoureux. Elle représente beaucoup de qualités d'ailleurs, et peut-être elle, pour le coup, pour un attachement durable. C'est du durable, c'est du long terme. Depuis 2 ans, on n'a pas eu un seul copain. Ouais. Elle vous reste très attachée. Alors en même temps, on peut comprendre d'autant plus, étant donné les conditions de la rupture, être quitté comme ça à un mois du mariage, je comprends qu'elle ait beaucoup de mal en même temps à se remettre. C'est à haut risque. C'est à haut risque parce que, comme vous dites, si c'est retourné vers elle, mais vous savez bien que si ça avait fonctionné avec l'autre, vous retourneriez pas vers elle. Et elle,
même inconsciemment, qu'elle vous le fasse pas payer, parce que c'est quand même une sacrée blessure qu'elle a vécue. Donc c'est vrai que c'est à haut risque. Mais après tout, vous verrez bien. Cela dit, moi je vais vous dire une chose. Vous voyez, je reçois un mail de Grégory qui dit jamais 203. Une rupture de mariage, une rupture de contrat et la rupture. Samy, je pense que vous avez eu votre compte. Ne perdez pas votre temps. Vous avez investi assez d'amour, de temps, d'énergie pour cette femme, parlant de celle qui vient de rompre là. Passez à autre chose. Ne vous punissez pas inconsciemment d'avoir annulé votre mariage. Halte au masochisme, bon courage et trouvez votre bonheur auprès d'une femme équilibrée. Parce que c'est ce que dit Ninon par rapport à cette femme là qui vient de vous quitter. Elle dit, parce qu'elle a eu beau jeu de vous reprocher des tas de choses, mais qu'est-ce qu'elle a fait elle pour vous montrer son attachement à la vie commune, à part pleurer sur les quais de gare? Bon, et Brigitte qui dit nul n'est à l'abri d'une flambée de passion, et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous culpabiliser d'avoir annulé le mariage, parce que je trouve pour le coup, de toute façon, vous vous seriez marié en ayant cette femme-là en tête comme vous l'aviez en tête, vous alliez à l'échec. Vous courriez droit à l'échec. Donc je trouve même courageux de votre part d'avoir pris cette décision, parce que pour le coup, vous passiez pour le salaud, hein, plaquer une femme comme ça quelque temps avant. Donc je trouve courageux de votre part. Mais alors Brigitte qui dit, après tout, pourquoi ne pas revenir à votre ancien amour? Vous l'aviez pas choisie non plus par hasard, cette femme-là. C'est vrai. Vous verrez. Mais ne vous limitez rien et surtout, ne vous punissez pas. Parce que je comprends que ce qui est très douloureux, vous pouvez vous dire que vous avez tout fichu en l'air, entre guillemets, c'est pas votre vie que vous avez fichu en l'air, hein, heureusement. Mais c'est ce mariage. Et bon, la rupture de contrat au niveau de votre entreprise, pour cette femme, qui s'est avérée être pas du tout équilibrée, en fait. Voilà. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais finalement, mieux vaut le savoir là, que de vous êtes engagé. Imaginez que vous soyez engagé avec elle, que vous ayez eu un enfant ensemble, et puis que quelques mois après, ben voilà, elle craque, elle vous accuse d'avoir des liaisons, je ne sais quoi. Enfin, c'est pas, ça montre bien qu'elle va pas bien. Après tout ce que vous faites pour elle, elle va vous reprocher des liaisons. Bon, c'est n'importe quoi. Elle a un problème, cette femme. C'est ce que dit Néjoud, elle dit, vous avez été happé par une passion, bon, stérile, avec une femme qui vous a consumé, consommé, et qui n'est pas équilibrée. Et puis Ninon qui dit, elle fait un pronostic, elle dit, allez, moi je pense que ça ne sera pas la première ni la seconde, mais une troisième que vous ne connaissez pas encore. Ah bon, dis donc. Mais moi j'ai quand même fait, vous savez, par désespoir, j'ai quand même contacté sur Facebook des amis à elle, j'ai crié à mon amour, etc. envers elle. Et derrière, j'ai même envoyé un message à son coach, à ses parents, comme quoi je l'aimais, j'avais pas fait. Lâchez l'affaire. Je comprends, hein, mais bon, ça sert à rien. Derrière, je me suis pris plein la tête parce que, en fait, aujourd'hui, pour ses amis, je suis un monstre. Non, mais je vous le dis. Oui, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais parce que, mais ils ne vous connaissent pas. Enfin, ils connaissent de vous ce qu'elle leur raconte de vous. Voyez, c'est ce qu'elle leur dit de vous. Mais si elle a cette image-là, elle est peut-être très manipulatrice. Elle m'a l'air très manipulatrice, cette femme. Voyez, même ses sanglots désespérés. Bon, certes, les quais de gare, comme je vous disais, c'est pas marrant quand on est amoureux, on se quitte. Mais on sait qu'on va se retrouver. Puis, enfin, voyez, il y a un peu de maturité. Elle m'a l'air très manipulatrice. Parce que franchement, quand un homme s'engage pour vous, qu'il annule son mariage, on plante pas comme ça, et puis on va pas lui chercher des poux dans la tête en lui cherchant des liaisons qui n'existent pas. Bon, franchement, je trouve que vous l'avez échappé belle avec elle. Alors Poupig, vous croyez vraiment ? Ah oui, vous l'avez échappé. Ben oui, vu ce que vous me racontez, oui, je suis pas la seule. Les auditeurs le pensent aussi. Vous l'avez échappé belle. Faut que de mon côté, je vous dise. Parce que j'étais quand même, à un moment donné, j'étais quand même inscrit encore, sur certains sites de rencontres. Mais alors que vous alliez vous marier ? Non. Non, en fait, à l'époque, j'avais toujours des sites de contact, mais j'avais supprimé certains, mais où vous recevez en fait des mails, de réactivation, en fait. Oui, et alors c'est pour ça qu'elle dit que vous aviez des liaisons. Et une fois, j'ai cliqué, et je suis tombé sur le site. Bon, après j'étais activé, et donc 3 jours après, bizarrement, je vous promets, 3 jours ou 2 jours après, elle m'a surpris. Elle m'a surpris, elle m'a dit oui,
Et en fait, j'avais fait une surprise. Avant la Saint-Valentin. Enfin, j'avais fait la Saint-Valentin, je m'étais déplacé 4 jours, j'avais bouquet de fleurs sur sa voiture, parfum, enfin, j'avais fait un truc énorme, un truc extraordinaire. Et juste après, 2-3 jours après, quand je suis remonté en province, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait cocu, etc. Oui, mais parce qu'elle vous espionne donc. Parce que je veux pas dire, mais si vous étiez sur des sites de rencontres, c'est qu'elle-même elle y allait. Oui, d'accord, ouais. Bah oui, parce que il fallait bien qu'elle-même elle soit inscrite, vous voyez. Donc je suis désolée, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Pour avoir vu ça, c'est qu'elle-même elle y était inscrite. Sinon, elle aurait pas pu vous espionner. Donc, mais pour espionner l'autre, bien malin qui croyait s'être fait prendre, c'est qu'elle se fait prendre. Elle aussi, elle est inscrite. Laissez tomber, franchement. Il y a Laurent qui dit, je sais en connaissance de cause que les femmes aussi peuvent être manipulatrices. Certes, c'est dur de réaliser qu'on s'est trompé, mais soyez forts. Essayez de partir sur de nouvelles bases. En tout cas, arrêtez de... Évidemment, ça sert à quoi d'avoir les réactions de ses amis et tout? Elle leur donne la version qu'elle veut de vous. Ils vous connaissent pas, c'est pas important. L'important, c'est vous qui savez. Et bon, elle est pas claire. Donc... Pourquoi donner une mauvaise... Mais parce que, comme ça, elle se donne le beau rôle dans l'histoire. Bon, comme dit Brigitte, maintenant fuyez. Vous n'en avez pas eu assez comme ça. Voyez, c'est bon, quoi. À un moment, c'est vrai que vous êtes consumé dans cette histoire. C'est ce que tout le monde vous dit. Grégory dit, bon, vous avez, il faut arrêter maintenant de vous punir. Vous vous êtes trompé. Ça peut arriver. Maintenant, vous lâchez avec cette femme et vous repartez sur de nouvelles bases. Soit vous revoyez votre ex, mais enfin, vous arrêtez avec elle. D'accord? Bon courage, Samy. Au revoir. Merci, Caroline. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Caroline. Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir, Caroline. Oui, je vous téléphone parce que je suis un homme célibataire. J'ai 42 ans. Et j'arrive pas à trouver des lieux de rencontre pour faire des contacts de rencontre. J'ai beaucoup de mal. Parce que, alors vous êtes dit, je vais appeler Caroline, il y a pas mal de femmes qui écoutent. Vous êtes un petit malin, vous, Frédéric. Pas forcément, il y a ça aussi, mais pas forcément. Il y a ça aussi, mais pas forcément. Parce que c'est vrai que ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui souffrent de la solitude. Et nous aussi, il y a aussi des hommes célibataires qui souffrent de la solitude et il n'y a aucun lien de rencontre. On a beaucoup de mal. Bon, aussi, il y a des sites de rencontres, tout ça, mais bon, les sites de rencontres, c'est pas simple quand même, parce que il faut manipuler la femme. Bon, et moi, je suis pas. Oh non, pas du tout. Pourquoi vous dites manipuler? C'est-à-dire, on se présente sous son meilleur jour, c'est vrai, mais comme dans la vie, quand on est dans une relation de séduction, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ça veut pas dire qu'on manipule. Il y a ce jeu de la séduction. Oui, c'est vrai, mais bon, moi je pense ça pour de la manipulation parce que pourquoi j'ai mis mon annonce, j'ai mis ma photo, tout ça et ça marche jamais. J'ai beau essayer de flasher, mettre un petit clin d'œil, tout ça, et ça marche jamais. Et on me dit mais non, ta photo elle est pas bonne, essaye de mettre ce genre d'annonce et essaye de te faire passer pour une autre personne, alors que moi j'aime bien, je suis plutôt naturel et je préfère me faire passer pour ce que je suis, bien sûr. Ah ben ça, vous avez entièrement raison, Frédéric. Vous n'allez pas vous faire passer pour quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas de sens. Vous jouez le personnage, à moins d'être comédien, vous voyez, vous entrez dans la peau d'un personnage, mais ça dure un temps. Donc alors après il faut trouver quelqu'un qui vous correspond. Après vous pouvez aller sur des sites qui sont pas forcément des sites de rencontres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont parlé de onvasortir.com ou là c'est des rencontres entre personnes qui souvent sont seules, mais où ça peut être en fonction de leurs affinités. Alors il y a des restos, mais il y a des sorties en fonction de ce qu'ils aiment, soit sportifs, soit culturels et autres, où vous rencontrez des tas de gens qui sont seuls eux-mêmes, avec qui vous pouvez avoir des affinités, donc parfois ça va au-delà de la relation amicale, ou en tout cas, vous constituez un autre groupe, parce que le problème souvent, c'est qu'on évolue toujours dans le même cercle.
gens, et la difficulté c'est de rencontrer des gens nouveaux, d'où le succès des sites d'ailleurs de rencontres, c'est pour élargir son cercle, son horizon. Et donc dans ces sites-là où on sort, où on fait des sorties ensemble, ça permet de se faire de nouvelles connaissances, des amis, et puis ces gens-là eux-mêmes ont un entourage, donc peuvent vous présenter, vous pouvez être invité, aller dans des soirées, et du coup c'est en sortant qu'on multiplie les chances quand même de rencontrer, plus qu'en restant chez soi, évidemment. L'amour vient pas frapper à votre porte. Ah ouais, je sors quand même. Bon, c'est vrai que je sors pas. Bon, je sors parce qu'il y a certains sites. Il y a un site que j'aime beaucoup. Il fait des soirées de rencontres. Oui. Et je fais quelques soirées de rencontres et ça marchait bien. J'ai eu quelques numéros du téléphone. J'étais content. Et après, j'ai téléphoné une fois, mais j'ose pas, donner un rendez-vous parce que j'ai peur de me faire repasser pour quelqu'un, pour un pervers. Ça, c'est aussi un défaut que j'ai. Et pourquoi vous seriez un pervers? Parce que vous donnez un rendez-vous Mais non, vous donnez un rendez-vous, et puis vous vous rencontrez. C'est pas parce qu'on se rencontre qu'on est un gros pervers. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Caroline. Oui. C'est vrai que quand je téléphone et que je leur dis est-ce qu'on peut se revoir pour aller boire un verre, ça fait un peu l'homme intéressé pervers, quoi. Voilà, non, pas du tout. C'est vrai que attendez, de toute façon, si vous êtes sur un site de rencontre et elles aussi, on va prendre un verre. C'est sûr qu'on va. Vous dites pas d'emblée, on va à l'hôtel. Donc ça, vous respectez les règles de la civilité, de la séduction. C'est vrai qu'en général, ça commence par un verre et plus si affinité, mais ça permet de faire connaissance, et puis ça se trouve vous plaisez, tant mieux, et puis dans le meilleur ça c'est formidable, et puis si vous plaisez pas, de toute façon soit vous passez un mauvais moment, un bon moment, soit vous l'abrégez. Vous voyez, mais bien sûr, les femmes aussi qui sont sur ces sites, elles espèrent rencontrer l'âme sœur, mais ça veut pas dire pour ça qu'on est un pervers quand on cherche l'âme sœur. C'est vrai que... Donc faites-vous confiance et puis acceptez, voyez, mais donnez un rendez-vous, parce que si vous vous limitez aux relations téléphoniques, après les femmes elles vont plus vouloir vous parler parce qu'elles vont dire il veut que fantasmer lui, mais il rentre pas dans le concret. Donc lancez-vous, allez au rendez-vous, puis vous me rappellerez pour me dire comment ça se passe, d'accord? À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Raphaël Galazzi, Un mare in luce. Petit SMS de Sergio qui dit c'est sûr Frédéric, si vous donnez rendez-vous à 3h du matin au 3e sous-sol d'un parking, c'est vrai, c'est un peu limite. Mais avec un petit café, ça passe. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.